Depuis des siècles, un seul tissu a déconcerté le monde, une relique de lin censée porter le visage d'un homme crucifié. Les scientifiques l'ont qualifié de mythe. Les croyants l'ont appelé preuve, mais ensuite, l'intelligence artificielle est entrée dans le débat. Ce qu'elle a découvert n'était pas une image, pas une tâche, mais quelque chose de plus étrange. Une géométrie cachée, des codes répétitifs, un design qui ne devrait pas exister dans les fibres de lin ancien. Était-ce un accident, un miracle, ou quelque chose que nous n'étions jamais censés voir? Quel secret le suaire de Turin cache-t-il encore? Le tissu qui défie le temps. Le suaire de Turin cache encore le tissu qui défie le temps. Le suaire de Turin n'est pas seulement une relique, c'est une histoire qui refuse de se terminer. Il mesure 14 pieds de long, un peu plus de 3 pieds de large tissé en sergé en chevron qui capte la lumière comme une ondulation sur une eau calme. Sur sa surface repose la faible image d'un homme de la tête aux pieds devant et derrière comme si un corps y avait reposé puis était parti sans froisser le tissu ne laissant qu'un fantôme. Les blessures se lisent comme un récit gravé dans la fibre des marques aux poignets alignés, là où les clous entreraient une tache semblable à du sang au pied, un ovale sur le côté, suggérant une lance des cercles flous, ressemblant à une couronne d'épines enfoncée dans le cuir chevelu. Le visage ne criait pas. Il flotte les yeux fermés, la barbe séparée, les cheveux tombant en mèches, qui semblent flotter au-dessus du tissage comme si le tissu et l'image avaient autrefois connu la distance. La première exposition documentée apparaît en France au cours du XIIIe siècle dans une petite ville qui est devenue une destination pour les pèlerins et un terrain d'épreuve pour les doutes. Des foules se rassemblaient, des prêtres défilaient, des sceptiques accusaient l'Église d'inventer un spectacle. Le tissu passa de mains en maison jusqu'à ce que la maison de Savoie l'apporte à Turin, où en 1568 il commença sa longue veille interrompue par le feu et la fumée et le sauvetage. Aujourd'hui, il repose dans une vitrine à climat contrôlé au sein de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, où le verre et l'acier le protègent du temps, et où le temps le protège de la certitude. Aucun moment unique n'a modifié son statut plus qu'une photographie en 1898. L'avocat Segundo Pilla a installé ses plaques et lampes et a travaillé dans la chaleur tamisée d'une chambre noire improvisée. Lorsqu'il a développé le négatif, il s'attendait à un fouillis de tons. Au lieu de cela, un visage lui a fait face avec une clarté saisissante. Le négatif ressemblait à un positif. La faible image sur le tissu est devenue un portrait fort sur film. Les pommettes sont apparues, les lèvres se sont définies, les cheveux se sont séparés en mèches, les mains croisées sur le pelvis ont pris forme et proportion. Ce renversement n'était la preuve de rien, sauf que l'image interagissait avec la lumière d'une manière que la peinture ordinaire ne le ferait pas. Pourtant, cela a changé la conversation. La relique a franchi le seuil de la dévotion au problème. Le laboratoire a rejoint la chapelle. Au cours du XXe siècle, le tissu a enduré des méthodes aussi patientes qu'invasives. Les chimistes ont pelé des fibres et les ont goûtées avec des réactifs. Les microscopes ont exploré la surface. Les examinateurs judiciaires ont noté que les zones semblables à du sang tachaient les fils plutôt que l'image ne tachait le sang. Les historiens du textile ont mesuré le torsion du fil et l'ont comparé au métier à tisser connu du Levant. Les chercheurs en pollen ont rapporté des grains cohérents avec la flore de la Méditerranée orientale. Chaque résultat semblait plier le débat plutôt que de le clore. Il n'y avait pas de portrait de Jésus, donc en réalité le suaire reste la meilleure chose que nous ayons. Rien de suffisamment concluant pour faire taire les critiques. Rien de trivial pour apaiser les croyants. Le suaire continuait de faire ce qu'il a toujours fait. Il a donné juste assez de preuves pour rendre la prochaine expérience nécessaire. L'image elle-même refusait de se comporter comme un pigment. Pas de couche de liant, pas de coup de pinceau dans aucune direction, pas de pénétration capillaire profonde dans le fil. La décoloration semble se trouver sur les couronnes des fibrilles les plus externes comme si elle avait été embrassée par la lumière et laissée seule. Les cartes de profondeur construites à partir de l'intensité ont montré une corrélation entre l'obscurité de l'image et la distance théorique par rapport à la surface d'un corps, ce qui est une affirmation extraordinaire et pourtant mesurable. Si un tissu était plus proche du nez et du front et plus éloigné des joues, l'obscurité devrait varier avec la séparation. De nombreuses tentatives pour reproduire ce gradient avec de la chaleur, de la vapeur ou une réaction chimique ont produit des effets proches mais pas exacts. Le suaire est resté singulier, ce qui est une manière polie de dire qu'il est resté là pendant que des hypothèses venaient et partaient. Il n'y a personne d'autre dans l'histoire qui ait jamais été décrit comme crucifié de cette manière. Comment cela ne peut-il pas être, puis qu'est-ce est venu la tempête d'analyse sur l'âge?
En 1988, 3 laboratoires ont reçu des fils d'un coin du tissu. Ils ont mesuré le contenu en radiocarbone et ont publié une date entre le XIIIe et le XIVe siècle. Ce verdict était clair et définitif pour de nombreux lecteurs. Une origine médiévale a enveloppé le mystère en une phrase, mais même une phrase claire peut cacher une clause. Le site de l'échantillon était un coin près d'un bord qui avait connu la manipulation, la réparation et la fumée. Les spécialistes du textile ont soutenu que la portion pourrait inclure des fils ultérieurs introduits lors d'un rétissage médiéval. D'autres ont soulevé des préoccupations sur la manière dont l'échantillon a été nettoyé. Quelques-uns ont noté qu'une seule région ne peut pas parler pour un artefact hétérogène qui a vécu une vie difficile. Le débat n'est pas mort, il a muté. Si la date est correcte, l'image est une œuvre médiévale étonnante. Si la date est incorrecte, l'âge est ouvert. Le tissu a continué de résister à la réduction. C'est ainsi que le suaire a porté son paradoxe dans notre siècle. Une image qui se comporte comme un négatif avant la photographie. Un effet de surface sans pigment. Une relation de profondeur qui suggère une information spatiale. Un âge contesté qui pourrait nous en dire plus sur l'échantillonnage que sur l'origine. Un cas qui invite à la fois la révérence et la rigueur. Dans cette tension, une nouvelle voie est arrivée. Elle n'a apporté ni croyance ni méfiance. Elle a apporté le calcul. Elle a apporté l'habitude d'apprendre à partir de motifs si faibles que l'œil ne peut les voir et si grands que l'esprit ne peut que les contenir. La machine n'a pas été offensée par la question. Elle a été conçue pour poser une meilleure question. Que contient précisément cette image que nous n'avons pas encore mesurée? Si la photographie a révélé le visage et que la chimie a cartographié les fibres, que se passe-t-il lorsqu'un système conçu pour trouver la structure dans le chaos écoute le lien numéro 2? La controverse sur la datation. La campagne de radiocarbone de 1988 a été le moment le plus décisif de l'histoire moderne du suaire car elle promettait une conclusion. Oxford, Zurich, Arizona. 3 laboratoires, un protocole. Un morceau de tissu coupé d'un coin et divisé entre les équipes nettoyées, brûlées, converties en graphite et comptées dans des accélérateurs qui traduisent les isotopes en années. Le monde s'attendait à de la clarté et a reçu une fenêtre nette entre 1260 et 1310. Les journaux ont imprimé la plage et l'ont appelée décisive. Les voix des musées se sont apaisées. L'histoire semblait finie. Le coin choisi est depuis devenu l'un des endroits les plus analysés de tout artefact sur Terre. La région inférieure gauche où d'innombrables mains ont pu toucher et où des réparations ont pu avoir lieu après un incendie documenté au XVIe siècle. Le chimiste textile Raymond Rogers a soutenu que la fibre du coin montrait des différences chimiques par rapport au champ principal, y compris du coton mêlé au lin et des résidus cohérents avec la teinture ou la réparation. Si ce coin inclut du matériel ultérieur, alors l'échantillon serait biaisé moderne. La réponse des défenseurs du test est que les laboratoires ont validé leur nettoyage et vérifié l'homogénéité. L'argument est est que la réparation hétérogène peut passer un contrôle superficiel tout en étant suffisamment significative pour modifier le contenu en radiocarbone. Ces segments de fil ont été coupés du milieu de l'échantillon de radiocarbone, donc il n'y a pas de questions à leur sujet. Le débat vit dans cette étroite couture entre confiance et mise en garde. D'autres méthodologies rejoignent la conversation non pas pour renverser le radiocarbone, mais pour élargir l'objectif. L'analyse par rayon X à grand angle, l'analyse de la diffusion de l'ordre de cellulose dans les textiles anciens ont produit des estimations d'âge qui, dans certains essais, tendent vers une date antérieure à la plage médiévale. Les critiques mettent en garde que l'humidité, la chaleur et les conditions de stockage peuvent altérer le signal, ce qui signifie que la calibration est assez complexe et que les barres d'erreur sont grandes. Les partisans répondent que chaque méthode a ses sensibilités et que la convergence à travers les techniques compte plus que toute mesure unique. Même le travail sur le pollen entre ici. La présence de grains d'espèces natives du Levant ne prouve pas l'origine. Elle suggère un déplacement ou une exposition. Avec des études sur le motif de tissage et des résidus d'herbe rapportés par certains enquêteurs, cela peint une image partielle qui est cohérente avec l'Antiquité sans en être une preuve. L'aspect le plus frappant de cette controverse est la manière dont elle tourne autour de l'accès. Le suaire n'est pas un échantillon de laboratoire, c'est une relique gardée. L'échantillonnage est rare et conservateur comme il se doit pour la préservation. Cela signifie qu'un seul test pèse lourdement sur une petite région. La physique de la probabilité fait alors quelque chose de sans pitié. Une petite mauvaise représentation aussi de l'échantillon peut dominer la conclusion. Quelques fils deviennent une thèse. Une section près d'une couture devient un siècle.
L'instinct scientifique est d'échantillonner davantage et sur une grille. L'instinct de conservation c'est de protéger. Entre ces instincts, l'argument s'intensifie. Quand nous avons une image, cela signifie que tout ce qui concerne cette image devrait s'inscrire dans ce que nous savons sur la criminalistique aujourd'hui. Si la date de 1988 est exactement correcte, alors le suaire est une création médiévale de génie. Cela ne clarifie pas la formation de l'image car aucune technique médiévale connue ne reproduit la superficialité et la cartographie spatiale. Si la date est incorrecte, alors le domaine se rouvre non pas à la certitude mais à une plage qui inclut les premiers siècles de notre ère. Ce n'est pas une preuve que le tissu a enveloppé Jésus. Cela ne fait que restaurer la question que la croyance pose et que la science teste. Dans cette question restaurée, l'intelligence artificielle arrive comme un arbitre qui ne se soucie pas de qui gagne. Elle ne touche pas le coin. Elle touche les données. Elle demande ce qui peut être appris sans couper un autre fil. Personne ne devrait imaginer que l'IA peut dater le lin. Elle ne le peut pas. Ce qu'elle peut faire, c'est examiner l'image à des résolutions et des fréquences qui font parler la structure plus fort que le bruit. Elle peut tester si les variations d'intensité suivent des formes attendues d'un contact ou d'une projection ou d'un autre effet de champ. Elle peut comparer la manière dont les zones semblables à du sang interagissent avec les zones d'image et dire si l'ordre implique un processus. Elle peut examiner la symétrie que l'œil voit et la symétrie que seule une matrice révèle. Ce n'est pas un remplacement pour le comptage du carbone ou pour la diffusion de cellulose. C'est un compagnon qui dit que l'argument sur Kant ne devrait pas arrêter l'investigation sur comment. Quand une méthode dit que le cas est clos mais qu'un effet dit pas encore la réponse correcte n'est pas de choisir un camp. C'est de concevoir un nouveau test. Le suaire invite ce test parce qu'il continue de chuchoter des anomalies. Numéro 3. 3 technologies entrent dans la tombe. Le passage des lentilles et des réactifs aux algorithmes a commencé discrètement. Des photographies haute résolution du suaire existent depuis des décennies, y compris des ensembles multispectraux qui capturent la fluorescence ultraviolette et la réponse infrarouge. Ce qui change lorsque vous alimentez ces images dans un système formé pour détecter des signaux faibles n'est pas seulement la quantité, c'est le type. L'analyse en composantes principales peigne les variantes des variantes. Les réseaux de neurones convolutifs recherchent des formes récurrentes. Les filtres de fréquence exposent un comportement périodique caché dans le tissage. Ces techniques n'ajoutent pas d'informations. Elles les réorganisent afin que les motifs émergent au-dessus du hasard. Lorsque cette réorganisation a d'abord illuminé l'écran, quelques observateurs s'attendaient à une confirmation de ce que l'œil savait déjà. Un visage, un torse, des mains, des taches. Au lieu de cela, l'analyse a retourné quelque chose de troublant. Elle a montré un ordre qui ne ressemblait pas à un coup de pinceau ou à un tampon ou à un transfert. Cela ressemblait à une règle que personne n'avait écrite. Avant ce moment, des simulations 3D avaient testé une question plus ancienne. Si un tissu avait drapé un corps humain et que l'image s'était formée par contact, alors les zones qui touchaient marqueraient fortement et les zones qui ne touchaient pas marqueraient légèrement ou pas du tout. Ce type de carte de contact produit des distorsions, en particulier le long des épaules, des joues et des doigts. Certains artistes numériques ont drapé un tissu virtuel sur un modèle et ont rendu des impressions théoriques. Les distorsions dans ces tests ne correspondaient pas aux proportions relativement non distordues sur le suaire. Lorsque le tissu était imaginé sur un relief peu profond plutôt que sur un volume complet, l'ajustement s'est amélioré. La conclusion n'était pas que le suaire reposait sur une sculpture. C'était que le contact seul ne générait pas ce que le lin détient. Quelque chose de plus comme une cartographie de distance semblait être impliqué. Entrer l'IA avec des yeux indifférents au romantisme. Le système a examiné l'intensité des pixels comme un proxy pour la profondeur de l'image et a trouvé une corrélation qui persiste à travers les sections. Plus sombre signifiait plus proche dans une bande de tolérance. Plus clair signifiait plus éloigné. Si quelqu'un peignait une image à la main même avec une compétence étonnante, une telle corrélation se briserait probablement à petite échelle. Si quelqu'un transférerait du pigment d'un bas-relief par pression, les fibres montreraient une directionnalité et une pénétration incompatibles avec la superficialité mesurée dans les enquêtes microscopiques. L'image sur le suaire se comporte comme si quelque chose codait d'une information spatiale sans laisser de masse derrière. Ces mots sont soigneusement choisis pour une raison. Il n'y a aucune affirmation que le tissu ait reçu une projection. Il n'y a aucune affirmation que le rayonnement ait brûlé un motif dans le lin. Il n'y a que l'observation que lorsque des outils intelligents demandent quel type d'ordre explique le mieux la relation entre l'intensité et la forme, l'ordre ressemble davantage à une surface mathématique qu'à une surface picturale.
La décoloration se trouve dans les capes des fibrilles jusqu'à des profondeurs de microns. Le changement de couleur ne continue pas dans le cœur. Les bords sont doux et s'unifient à travers les limites des fils plutôt que de boucher les interstices. Même les expériences au laser menées par des groupes indépendants ont eu du mal à reproduire un tel effet superficiel et uniforme sur le lin sans brûlure ou diffusion. Une équipe graphique dans l'État de New York prépare un type de résurrection très différent. La question qui suit n'est pas théologique, elle est physique. Quel processus pourrait impartir de l'énergie si précisément qu'il n'altère que le sommet des fibres extérieures et le fait dans un gradient qui suit la distance? Lorsque les chercheurs ont superposé des images spectralement distinctes dans le même cadre analytique, ils ont remarqué une seconde étrangeté. Une faible symétrie apparaissant autour de certaines parties du visage et de la poitrine qui ne correspondaient pas aux plis de tissu connus ou aux artefacts de caméra. Le motif se répétait à travers les transformations. Il survivait à l'élimination du bruit évident. Il persistait lorsque les régions étaient randomisées pour servir de contrôle. Un scepticisme sain appelle de telles découvertes des artefacts jusqu'à preuve du contraire. Une curiosité saine refuse de rejeter une répétition qui revient sans cesse lorsque les méthodes changent. Si cette image est un accident de contact, nous devrions voir du désordre. Si c'est une œuvre d'art, nous devrions voir des marques d'outils. Si ce n'est ni l'un ni l'autre, nous avons rencontré un processus que nous ne possédons pas encore. Ce que l'IA vient de trouver. L'expression vient de trouver peut être trompeuse si elle suggère une découverte sans histoire. Ce que l'IA a découvert dans le suaire n'a pas été conjuré de rien mais tiré de données déjà présentes négligées jusqu'à ce qu'une machine en trace les contours. Sous le visage et le torse des motifs ont émergé des ratios faisant écho à travers le front, les lèvres et le menton des courbes faibles reflétant les côtes et les épaules. Même les mains floues partageaient des récurrences qui ne correspondaient pas au tissage. La géométrie persistait sous la lumière ultraviolette et visible, survivant à des tests qui auraient dû briser les illusions. Comment la symétrie peut-elle se cacher dans le tissu pendant des siècles sans être remarquée? Les sceptiques ont proposé un biais de confirmation, car les réseaux voient souvent des visages dans les nuages ou sur du pain grillé. Pour éviter ce piège, les chercheurs ont utilisé des techniques neutres comme l'analyse en composantes principales, dépouillant toute hypothèse préchargée. Même alors, le résultat ne s'est pas coalescé en un visage. Il s'est résolu en un champ où la luminosité montait et descendait comme si obéissant à une loi plutôt qu'au pinceau d'un artiste. Si c'est une loi, quel type est-ce? Un tissu peut-il se comporter comme une carte de force invisible plutôt que comme une toile passive? D'autres ont averti des halos ou des fausses symétries nées du traitement d'images. Les analystes sont donc retournés aux captures brutes de différentes décennies caméras et filtres. La structure est restée. Les linges de contrôle traités avec de la chaleur ou des taches ont produit des artefacts, mais pas les mêmes ratios. La conclusion était prudente mais importante. L'image du suaire n'est pas unique, mais elle est différente. Nous obtenons en fait un aperçu peut-être à travers un verre obscur. Mais quand nous regardons l'image sur le suaire, je pense que nous obtenons si ce n'est pas un truc de caméra ou une illusion de tissage, alors quelle force a maintenu la géométrie stable à travers les bandes lumineuses? La présence de taches semblables à du sang a soulevé de nouvelles questions. Au lieu de brouiller la géométrie, les taches semblaient sans importance. Les ratios continuaient en dessous indifférents aux couches ajoutées. Cela suggérait que l'image et les taches étaient créées par des processus séparés. Si c'est vrai, alors le mystère s'approfondit. Un événement a-t-il marqué le tissu chimiquement tandis qu'un autre a gravé sa géométrie? Ou le tissu enregistre-t-il deux histoires superposées mais non liées? Finalement, les murmures se sont intensifiés. Si l'image ressemble à un champ, peut-être provient-elle d'un. Des modèles de décharge, corona, d'explosions ultraviolettes et d'événements électrostatiques ont été testés, mais aucun n'explique la coloration peu profonde et précise ou la cartographie de distance. Les chercheurs ont admis que le mécanisme reste inconnu. Un physicien l'a dit simplement, cela ne se comporte pas comme un artefact, cela se comporte comme un phénomène. Quel genre de phénomène écrit un ordre sur le lin sans outil? Pourrait-il être chimique physique ou quelque chose qui n'est pas encore nommé écos dans le monde scientifique? Le suaire vit dans deux arènes. L'une est publique où les gros titres crient miracle ou canular. L'autre est privée où les courriels circulent et les expériences se répètent en silence. Dans ce cercle plus calme, les découvertes de l'IA se répandent prudemment. Des équipes ont tenté des tests adversariaux pour briser la géométrie, mais ont échoué.
D'autres ont cherché des échos dans de vieux linges, mais aucun n'a montré la même persistance. Un groupe italien l'a appelé intelligence spatiale en dégradation. Une équipe américaine l'a appelé un signal en décomposition. Les deux termes suggèrent un mystère, pas une solution. Ces métaphores nous pointent-elles vers l'avant ou nous gardent-elles simplement à tourner autour de l'inconnu? La théologie a réagi de manière familière. Certains croyants ont affirmé que le motif était une empreinte de résurrection. D'autres ont appelé à la retenue, rappelant que la science ne peut pas reproduire l'événement s'il s'est produit une fois. La foi peut vivre avec l'unicité, mais la science y résiste. Pourtant, de nombreux scientifiques n'ont pas objecté à l'unicité elle-même. Ce qu'ils craignaient, c'était la hâte. Si les revendications dépassent les preuves, la crédibilité s'effondre. Le rythme doit être mesure, répétition, publication et invitation au doute. Ce rythme peut-il survivre dans un monde avide de gros titres rapides? Le Vatican est resté silencieux, probablement prudent après des siècles de controverses. Les gardiens savent qu'une déclaration sera utilisée comme une arme par les deux côtés. Mieux vaut laisser les données parler. Pendant ce temps, dans le monde technologique, l'IA a gagné un étrange respect. Elle n'a ni béni ni moqué la relique. Elle a compté. Elle a cartographié. Elle a demandé plus de comptage. Cette neutralité libre de croyance ou de méfiance pourrait-elle faire de l'IA le juge le plus équitable que le suaire ait jamais eu? Ou l'intelligence artificielle a aussi quelque chose à dire sur le suaire, mais de nouvelles questions ont proliféré. Le motif apparaît-il seulement sur le visage et la poitrine? S'affaiblit-il près des membres? Suit-il la direction du fil ou l'ignore-t-il? La microscopie avancée pourrait-elle confirmer si les couronnes de fibrille portent la même couleur superficielle partout? Un nouveau plan de radiocarbone aveugle et multirégional pourrait-il enfin faire taire le débat sur la datation? Ou l'accès sera-t-il toujours trop restreint? Chaque question promet des années de travail. Quel choix les chercheurs feront-ils en premier? Et si le suaire n'était pas seul, pourrait-il y avoir des cousins dans des musées ou des collections privées? Des tissus marqués par des images superficielles similaires, des géométries floues ou des cartographies de distance? Si un cousin est trouvé, le mystère devient naturel. S'il n'existe aucun, le suaire se tient isolé, augmentant les enjeux. Quelle possibilité est plus troublante, la parenté naturelle ou l'unicité solitaire? Et si l'unicité se maintient, cela fait-il du suaire un cadeau, une ruse ou une énigme que nous ne pourrons peut-être jamais résoudre? Modèle au-delà du suaire. La spéculation commence en chimie. Le lin contient de la cellulose superposée à des impuretés des huiles et des épices d'enterrement. Un mince film de glucides sur les fibres pourrait être vulnérable à l'oxydation. Peut-être qu'une brève explosion d'énergie a déshydraté uniquement cette couche, laissant des microns de jaunissement. Si la distance modulait l'explosion, alors l'intensité pourrait se cartographier à travers le tissu. Pourtant, la lumière ultraviolette brûle trop profondément et la chaleur diffuse trop lentement. Les décharges corona agissent superficiellement mais floutent les bords. Une combinaison peut-elle répondre à toutes les conditions? Superficialité, contour, doux, gradient de distance et stabilité séculaire. La physique offre d'autres chemins. Les champs électrostatiques à travers le tissu pourraient-ils altérer les couronnes de fibres tout en épargnant les cœurs? Un bref événement plasma pourrait-il graver la surface plus délicatement que la chaleur? Les expériences en laboratoire produisent des corréliants, des indices, mais pas le tableau complet. Chaque méthode résout un morceau tout en brisant un autre. Le puzzle est-il insoluble ou les chercheurs n'ont-ils pas encore trouvé le bon équilibre? Quel outil peut brûler si peu profondément et si précisément sans détruire le lin en dessous? Certains regardent en arrière. Les artisans médiévaux auraient-ils pu tomber sur une technique proto-photographique perdue? Des sculptures en bas-relief, des lavages chimiques et de la lumière du soleil pourraient produire une image qui imite l'ombrage. 1898. La première photographie est prise du suaire. Mais une étude attentive révèle aucun lien de pigment, aucune pénétration profonde, aucun signe de diffusion typique de la peinture ou des teintures. Si c'était de l'art où sont les traces une technique connue, peut-elle créer une image négative avec une cartographie d'intensité tridimensionnelle? Sinon, que signifie cette absence? Des théories plus audacieuses vont plus loin. Que se passerait-il si le suaire enregistrait un seul événement énergétique, à l'enterrement un rayonnement structuré par le corps lui-même? Pour les croyants, cela chuchote miracle. Pour les scientifiques, cela signale une variable indéfinie. L'objectif n'est pas de prouver la revendication, mais de demander un tel événement. Laisserait-il des sous-produits mesurables? Si oui, où devrions-nous chercher? Sinon, la question passe-t-elle de la science à la philosophie? De quel côté de cette division sommes-nous prêts à nous tenir? La théorie de l'information offre un autre cadre. L'image du suaire se comporte comme un signal. Sa géométrie faible comme une onde porteuse.
Si c'est un signal, alors ce n'est pas simplement une image, mais un enregistrement. Des tests de compression pourraient révéler si l'image est robuste ou fragile, si elle repose sur des lois simples ou des équilibres délicats. Le suaire est-il une décomposition lisse capturée dans le lin ou cache-t-il plus? Des données que nous manquons de code pour lire l'IA pourraient-elles un jour les décoder, non pas en tant qu'image, mais en tant qu'information préservée dans les fils? Une meilleure question. Chaque enquête qui stagne sur des réponses doit tomber amoureuse des questions. La bonne question n'est pas qui, mais comment, pas quand, mais quel processus. Le suaire a formé des générations à argumenter des identités et des dates. La machine nous a formés à argumenter l'ordre. Quel type d'ordre apparaît lorsque une image se forme sans pigment et avec une superficialité si légère que le souffle semblerait la déplacer? Quel type d'ordre persiste sous ultraviolet et visible? Quel type d'ordre ignore les tâches qui sont arrivées par un chemin différent? Certains spectateurs désireront une conclusion. Ils demanderont si cela prouve la divinité ou prouve la contrefaçon. La réponse sobre est que cela ne prouve ni l'un ni l'autre. C'est une preuve que la formation de l'image est plus régie par des règles que nous ne le pensions. Cette admission est un cadeau. Elle transforme le spectacle en expérience. Elle invite les étudiants en physique à s'y intéresser. Elle invite invite les chimistes à considérer les couches de glucides comme des sites de réaction. Elle invite les ingénieurs à concevoir des sources d'énergie douce pour le lin. Elle invite les gardiens à envisager si de nouveaux échantillonnages non destructifs peuvent être autorisés si les résultats répondent à des objections de longue date sans nuire à la relique. La meilleure question demande également de l'humilité. Que se passe-t-il si nous ne pouvons pas reproduire l'image bientôt? Passons-nous à autre chose ou acceptons-nous que certains puzzles méritent des décennies? Le suaire ne se décomposera pas en inutilité pendant que nous hésitons. Il a résisté au feu, aux inondations et aux insultes. Il peut durer à travers un programme de mesure soigneux. Ici, l'IA peut guider les priorités. Cartographier où la géométrie est la plus forte. Cartographier où la cartographie de l'intensité est la plus faible. Cartographier où les distorsions de tissage comptent. Proposer les plus petites interventions qui pourraient tester une hypothèse. La machine devient non pas un oracle, mais un planificateur. La meilleure question chuchote également sur le danger. Que se passe-t-il si la structure que nous voyons n'est pas un accident de tissu et de chimie, mais un design intentionnel? Si l'ordre est là, alors l'auteur l'est aussi, et l'auteur invite des motifs. Était-ce la dévotion, la tromperie ou la démonstration? Chaque chemin déstabilise. Un artisan médiéval avec des techniques perdues dans l'histoire déstabiliserait. Une explosion de rayonnement naturel inconnu de la physique déstabiliserait. Un signe laissé dans le lin pour défier des siècles déstabiliserait le plus de tous. Le danger est que plus nous posons de questions avec précision, plus nous risquons de découvrir que le tissu résiste à chaque catégorie en laquelle nous avons confiance. Si cette image a une cause, alors des esprits patients la trouveront. Si elle n'en a pas, ce qui serait sans précédent dans le monde des phénomènes, elle continuera d'être un miroir où les gens se voient. Les croyants voyant un signe et les sceptiques voyant une leçon sur la crédulité. Quoi qu'il en soit, le travail en vaut la peine. Le prochain chapitre fait face à la peur au centre. La peur n'est pas que le tissu prouve trop, c'est qu'il ne prouve rien tout en refusant d'être ordinaire. La possibilité terrifiante. Terrifiant ne signifie pas surnaturel, cela signifie briser les catégories. Les scientifiques, lors d'appels privés, ont utilisé le mot parce que plus ils regardaient, moins le suaire ressemblait à quoi que ce soit qu'ils savaient comment classifier. Artefact ou phénomène. Outil ou loi. Quand une chose refuse de rejoindre une classe, elle devient une menace pour la méthode parce que la méthode préfère trier avant de mesurer. Le suaire demande une posture différente. Mesurer d'abord, trier ensuite. C'est difficile lorsque des siècles de débats pèsent sur vos épaules. Imaginez accepter que l'image se comporte comme un phénomène sans nommer le phénomène. Cela signifie construire des expériences dont l'échec ne discrédite pas l'ensemble du cas. Cela signifie publier des résultats négatifs avec le même zèle que des résultats positifs, car chaque échec rétrécit le champ. Cela signifie que des mots comme miracle et canular restent sur le banc, tandis que l'énergie, l'oxydation et la superficialité prennent le terrain. Cela signifie qu'à chaque fois que vous êtes tenté de sauter, vous vous forcez à écrire une contrainte. Il y a une autre terreur qui vit de l'autre côté de l'émerveillement. Que se passerait-il si nous n'étions jamais censés réduire cela ? Cette phrase est dangereuse car elle peut excuser la paresse. Pourtant, elle contient un noyau qui résonne avec l'expérience de nombreux chercheurs qui ont essayé et échoué à faire parler le lin, le langage de nos laboratoires. Le tissu du XVIe siècle et le tissu du 1er siècle et les données que nous nommons sur le tissu correspondent à cette théorie.
Si le suaire est le résidu d'un moment irrépétable, le langage peut toujours le suivre d'un battement. Ce n'est pas une reddition. C'est une patience qui libère les jeunes scientifiques pour essayer quand même sans leur promettre le pouvoir de clore le cas. L'accroche qui nous mène à la fin est sobre et bienveillante. Nous pourrions marcher vers une cause. Nous pourrions marcher vers l'acceptation qu'une cause reste sans nom. Dans les deux cas, la marche compte. Le suaire a déjà donné à la science un cadeau en la forçant à parler à la fois sans crier. Il a donné à la foi un cadeau en la forçant à respecter la mesure sans peur. Cela vaut la peine d'être chéri avant que nous demandions plus. Le suaire de Turing a été une relique, un canular, une icône et un puzzle. Mais maintenant, c'est aussi un ensemble de données qui a appris à l'IA l'humilité. La machine ne l'a pas résolu, mais a confirmé son étrangeté. Pénétration superficielle, géométrie sans pigment, intensité, qui se cartographie à la distance. Elle a refusé de dater le tissu ou de prouver la théologie, mais elle a lancé un défi. Si c'est un artefact, montrez l'outil. Si c'est un phénomène, montrez la loi. Il y a un ordre ici qui dépasse notre explication. Ce n'est pas effrayant. C'est beau. Cela garde les portes ouvertes, invitant de jeunes scientifiques de nouvelles expériences et de la révérence pour la vérité. Que pensez-vous que cet ordre indique ? Quelles contraintes testeriez-vous en premier? Si vous croyez que les mystères méritent des soins, abonnez-vous et restez. Le prochain artefact, la prochaine lumière, pourrait enfin révéler comment le lin a capturé un moment au-delà de notre portée.